Au Forum de New York, où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, comme le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le président de la République a bien expliqué la situation actuelle de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. C'est qu'il y a une psychose généralisée, comme si on pouvait se contaminer par l'air. Concrètement, comment on attrape l'Ebola? Pour attraper l'Ebola, il faut être en contact avec quelqu'un qui est contaminé, qui est à la fin, c'est-à-dire les 3 ou 4 derniers jours. Phase terminale. Phase terminale. Et l'Ebola se transmet soit par le sang, soit par la sueur, soit par... Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on peut guérir de l'Ebola. Au début, il y a eu une mauvaise communication. C'est que quand on parlait d'Ebola, on n'a pas dit qu'on peut guérir de l'Ebola. Ce qui fait que ça nous pose un grand problème de communication pour convaincre les malades. Parce que si vous ne dites pas à quelqu'un qui peut guérir, pourquoi vous voulez qu'il aille à l'hôpital? Pour le président de la République, toutes les mesures sanitaires sont prises aujourd'hui à l'aéroport international Conakry-Bessia pour limiter la propagation de l'épidémie. Quelle est la situation qu'on rencontre aujourd'hui en Guinée? Nous n'avons pas su rapidement que c'était l'Ebola, parce que nous n'avons pas de laboratoire spécialisé qui nous a permis de voir le virus. Donc on a pris un peu de retard avant de le savoir. Mais depuis, nous avons pris toutes les dispositions. Par exemple, aux aéroports, personne ne peut monter dans un avion s'il a plus de 37,5 de température. Et on prend les températures 4 fois. Donc personne n'est parti de Guinée pour transmettre l'Ebola dehors. Nous avons un vol d'Air France par semaine, il n'y a pas d'Ebola en France. Nous avons British Airlines qui vient, il n'y a pas d'Ebola en Bruxelles. Nous avons Royal Air Maroc qui vient, il n'y a pas d'Ebola au Maroc. Le Mali est notre pays frontalier, la frontière ouverte, tout le monde passe, il n'y a pas d'Ebola. 3 grands problèmes persistent aujourd'hui en Guinée dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. On a 3 grands problèmes. Le premier, c'est de convaincre les populations qu'il y a vraiment l'Ebola. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Donc la sensibilisation forte. Nous avons aussi des habitudes. Parfois on dit c'est la malédiction. Il y a des gens aussi qui disent non, l'Ebola n'existe pas, c'est une invention du gouvernement. Donc le grand problème que nous avons en tant que président, c'est comment sensibiliser les populations pour que quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui a l'Ebola puisse tout de suite aller chez le médecin. Parce que si on vous suit votre température pendant 21 jours, si vous n'avez pas d'Ebola, c'est que vous n'êtes pas malade. Et plus tôt vous allez chez le médecin, et plus vous avez de chances. Le deuxième problème que nous avons, c'est concrètement avoir le maximum de médecins pour pouvoir s'occuper des laboratoires fixes, des laboratoires mobiles, des moyens concrets pour combattre l'Ebola. Le troisième, qui est le plus important, c'est comment renforcer notre système sanitaire afin qu'on ne puisse plus être victime des épidémies qui se développent. C'est doter des moyens sanitaires indispensables dans le but de lutter contre toute forme de maladie. Voilà l'ambition qu'affiche désormais le chef de l'État, qui compte surtout sur le soutien sans réserve des partenaires de la Guinée. Dans le standard de la vie, c'est un cliché. I now give the floor to affected countries to give remarks. First, I give the floor to His Excellency Mr. Alpha Condé, President of the Republic of Guinea. You have the floor, Mr. President. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, en ma qualité de président de l'Union du fleuve Mano, exprimer notre sincère gratitude au secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour sa détermination dans le combat que mène la communauté internationale pour venir à bout de l'épidémie hémorragique à virus Ebola, qui affecte 3 États membres de l'Union, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Cette session de haut niveau est une manifestation éclatante de son dynamisme pour soutenir les efforts de notre peuple au destin solidaire, plus que jamais mobilisés pour relever l'un des défis majeurs qui se dressent dans leur marche vers le progrès. Nous remercions aussi le président Obama, le président Hollande, le président de la Banque mondiale, M. Jim Keane et Dr. Chan,
pour leur grande contribution pour nous aider à sortir de cette crise. En effet, comme vous le savez, nos 3 États sortent d'une longue période de crise interne qui a justifié leur inscription à l'agenda de la Commission de conciliation de la paix. Vous comprenez donc l'urgence d'une riposte vigoureuse, urgente et immédiate, et j'insiste beaucoup sur le mot urgente et immédiate, comme vient de le dire le président Obama, afin d'éradiquer cette effroyable maladie qui sème la mort et la désolation, tout en compromettant les acquis de nos États dans le cadre de la création d'un environnement de paix, de stabilité et de développement durable. Car il s'agit bien d'une sécurité collective qui appelle une approche globale et coordonnée. Le Conseil de sécurité, dans un élan historique, a, au terme d'une session d'urgence sur cette question cruciale, considéré l'épidémie comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. La résolution adoptée à l'unanimité des États membres avec au co-parrainage de plus de 130 membres des Nations Unies s'inscrit dans cette dynamique. Par ailleurs, mon gouvernement a vivement accueilli l'adoption unanime de la résolution A62L2 à l'initiative de notre secrétaire général et qui autorise le déploiement de la mission des Nations Unies pour l'urgence contre l'Ebola. Nonobstant ces efforts louables, des besoins pressants s'imposent dans notre pays pour davantage impulser leur action dans la maîtrise de cette effroyable maladie aux conséquences économiques, sociales et humanitaires qui impactent négativement sur la croissance, l'intégration et la stabilité de la sous-région. L'arrêt de l'épidémie, le relèvement pour répondre à l'impact et le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé des 3 États s'avèrent indispensables. Il en va de même du personnel sanitaire, dont l'accroissement, la disponibilité et la compétence demeurent garants du succès de notre lutte commune. Je ne saurais occulter l'assistance financière, matérielle et logistique dont le déficit innobe nos efforts. Toutefois, la Guinée a déjà adopté des mesures énergiques aussi bien pour la prise en charge des malades que pour la prévention, notamment à travers une large sensibilisation des populations. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Je renouvelle mes remerciements à l'ensemble de la communauté internationale, ainsi qu'aux partenaires bi- et multilatéraux qui nous accompagnent dans ce difficile combat et donner l'assurance que toutes les mesures seront prises pour assurer une transparence rigoureuse dans la gestion de l'air reçu dans le cadre de la riposte à l'épidémie à virus Ebola. L'Ebola est une grave maladie, ce n'est pas une fatalité. On peut guérir de l'Ebola. Lorsque la malade est prise à temps, comme Mme Chen peut vous l'expliquer, il a 70% de chances de survie. Mais nous insistons sur l'urgence. C'est très bien de prendre des résolutions, mais il faut être concrètement sur le terrain. Si nous sommes concrètement sur le terrain, nous pouvons renverser la courbe et rapidement arriver au bout de cette maladie. Je remercie tout le monde et j'espère que chacun a entendu l'appel du président Obama. Plus vite nous agissons, plus nous avons de chances d'éradiquer la maladie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de votre déclaration, leadership et engagement. Vous n'êtes pas seul, vous avez notre toute solidarité. Merci. Entre autres sujets discutés au cours de cet entretien qui a duré plus d'1 heure d'horloge entre le chef de l'État et le président de la Banque mondiale, le virus Ebola et l'économie de la Guinée. Des sujets qui ont bien attiré l'attention de Yim Yong Kim, qui promet de tout mettre en œuvre pour soutenir la Guinée dans la lutte commune engagée surtout contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. That's the latest projection of the Centers for Disease Control in the United States. Le virus Ebola détruit la vie des gens, mais aussi l'économie de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Aujourd'hui, si on ne réagit pas vite en mettant en place un système qui nous permettra de stopper vite l'épidémie, on risque d'avoir des pertes très graves. J'ai une amitié personnelle avec le président Alpha Condé. Nous allons mettre des systèmes sanitaires en place en Guinée, comme au Rwanda et au Malawi, pour lutter contre le virus Ebola et d'autres éventuelles maladies infectieuses. Cela est extrêmement important
et nous allons agir très rapidement. Their chances of survival are much higher if they go to these centers. Yim Yong Kim a réitéré sa volonté d'aider le président Alpha Condé dans sa vision globale pour la lutte contre l'épidémie dans les 3 pays, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. President Condé can be a very powerful spokesperson for the region and Le président Alpha Condé est une personne ressource et très influente pour nous dans la sous-région ouest-africaine pour la lutte contre le virus Ebola. Pour son engagement personnel, nous tenons à l'inviter à une session importante de la Banque mondiale les jours à venir ici en Amérique afin de voir comment mobiliser rapidement les moyens sur le terrain pour davantage mener une lutte contre Ebola. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas seulement directeur de la Banque mondiale, il est médecin. Il y a plus de 20 ans, il s'est opposé à la vision générale, la façon dont on traitait les malades. Par exemple, les gens qui avaient la tuberculose, on les isolait. Lui, il a créé une organisation, il a été soutenu par George Soros et il a dit qu'il ne faut pas isoler les malades. Donc il a été traité les tuberculeux en Union soviétique, il a réussi. Après, il a été traité le sida, d'abord dans un petit village mexicain, ensuite en Haïti. Donc il a une vision qui correspond parfaitement à notre façon de voir. Et je suis très heureux qu'il soit président de la Banque mondiale. Je lui ai demandé d'être notre conseiller spécial pour l'Ebola. Donc c'est une rencontre extrêmement importante et je ferai tout pour être à son invitation parce que nous devons aussi avoir l'appui budgétaire à cause des conséquences de l'Ebola sur notre économie. Donc je suis vraiment sorti très heureux de notre rencontre. Le président de la Banque mondiale promet donc de soutenir les pays touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Surtout, la volonté affichée aujourd'hui par le président de la République, professeur Alpha Condé. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général Ban Ki-moon, Mesdames, Messieurs, il y a 14 ans, dans cette même salle, la communauté internationale, dans un élan prometteur, s'engageait à atteindre des objectifs concourant à l'horizon 2015, à l'éradication de la pauvreté et l'avènement d'un monde de prospérité partagé dans un environnement de sécurité. À une année de cette échéance, force est de reconnaître que l'humanité n'a pas su créer toutes les conditions indispensables au développement ambitionné. Les fondements même de notre organisation risquent d'être ébranlés si des mesures ne sont pas prises pour faire face à l'immensité des défis à relever. La pauvreté côtoie toujours les grandes pandémies, hypothéquant les lueurs d'espoir de la vie décente à laquelle ont droit nos populations. L'agressivité de l'homme sur l'environnement l'éloigne davantage de l'équilibre indispensable à son épanouissement et au développement durable. Les droits fondamentaux sont encore piétinés, ouvrant ainsi les vannes de l'intolérance, de la frustration et des crises sociales. La paix et la sécurité, chancelant dans le même pays, menacent plus que jamais la stabilité de la planète. Il est indéniable que seule une approche globale et concertée nous conduira vers la société exempte des tares inhibitrices de véritables progrès. Monsieur le Président, en vous félicitant pour votre brillante élection, nous ne doutons guère que vous vous inscrirez dans la dynamique du nouveau partenariat mondial tant souhaité et si nécessaire. D'ores et déjà, nous vous assurons de notre soutien qui n'a d'ailleurs point fait défaut à votre prédécesseur, l'ambassadeur John Haché, à qui nous rendons un vibrant hommage pour son leadership dans la recherche de solutions à nos conditions de préoccupation. Monsieur le Président, le devoir m'incombe d'évoquer avec vous la grave crise sanitaire et humanitaire à laquelle la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée font face actuellement. Comme vous le savez, la fièvre hémorragique à virus Ebola menace la sécurité internationale. Depuis son apparition au mois de mars 2014, elle a causé plus de 2500 décès et continue de faire des victimes. Le personnel de la santé n'a pas été épargné. Face à la propagation de l'épidémie, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Mano River s'est tenu à Conakry le 1er août 2014. Ce sommet a adopté une stratégie commune de lutte contre la maladie et lancé un appel pressant à la communauté internationale
en vue d'une réponse mondiale coordonnée. Au plan national, mon gouvernement a déclaré la déclaration d'urgence sanitaire le 13 août. Le cordon sanitaire a été renforcé par l'institution obligatoire d'un contrôle médical à tous les postes frontaliers, tous les points de passage du pays et particulièrement aux aéroports et aux ports. L'impact négatif de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur l'économie nationale s'est manifesté par le ralentissement des échanges commerciaux, la baisse de la productivité ainsi que le recul des activités dans le secteur des transports, des investissements et du tourisme. Au stade actuel, la Guinée a subi une perte de près de 2,5% sur les prévisions de croissance du PIB. Cette perte pourrait s'alourdir si les mesures idoines ne sont pas prises à temps pour endiguer l'épidémie. D'autres conséquences néfastes pèsent également sur les pays affectés, notamment la fermeture des frontières et la libre circulation des populations, la suspension des vols et la stigmatisation des ressortissants des États touchés par la maladie. L'épidémie Ebola nous rappelle l'impérieuse nécessité d'une approche globale pour continuer à vaincre cette terrible maladie. Il faut isoler l'Ebola et non les pays. Nous devons combattre la panique irrationnelle qui s'est emparée du monde. L'Ebola est une épidémie très grave, mais ce n'est pas une fatalité et l'Ebola peut être guéri. Nous nous félicitons donc du fait qu'un certain nombre de chefs d'État africains ont rejoint le Mali, le roi du Maroc, à qui je dois rendre hommage, la France et l'Angleterre, puisque les chefs d'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, de Guinée équatoriale, le président Obiang, du Congo, le président Sassou Nguesso et du Gabon, le président Ali, ont décidé de lever les obstacles aux vols et aux aéroports. Je les en remercie. Je voudrais ici, en ma qualité de président en exercice de l'Union du fleuve Mano, saluer la nomination d'un coordinateur du système des Nations Unies et rendre un vibrant hommage à l'action de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC, d'Atlanta, de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge, ainsi que les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ne ménagent aucun effort pour appuyer les mesures coordonnées des pays atteints de la fièvre Ebola afin de l'éradiquer. C'est pourquoi mon gouvernement a accueilli avec une réelle satisfaction la résolution 2177, co-parrainée par 134 États membres et adoptée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, ainsi que celle relative au déploiement de la mission des Nations Unies pour l'action urgente contre l'Ebola. Je voudrais rendre hommage à l'élan de solidarité qui ne cesse de se manifester à l'égard des pays affectés par l'épidémie et exprimer notre gratitude à tous les États et organisations qui nous ont apporté leur aide. Je remercie particulièrement le président Obama, le président François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies pour leur appui et l'appel qu'ils lancent à tous les pays du monde. Des besoins urgents s'imposent à nos pays pour davantage impulser notre action afin de lutter efficacement contre Ebola. Ces besoins s'inscrivent dans les domaines divers, comme le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé, l'accroissement du personnel sanitaire, une assistance financière, matérielle et logistique dans le déficit de nos efforts. Mais c'est très bien de nous faire des promesses, mais il y a urgence à agir sur le terrain. Plus vite nous agissons, plus nous avons des chances d'arrêter la maladie. Monsieur le Président, le développement durable reste la clé de voûte de l'épanouissement harmonieux de l'humanité. La communauté internationale a l'obligation de mettre fin à la pauvreté qui tenaille encore près de 2 milliards d'êtres humains, dont la plupart vivent en Afrique. Au-delà de l'aspect économique et social, c'est une question de dignité humaine. C'est une question de justice et d'équité. Nous n'avons donc pas le droit de reculer, encore moins de baisser les bras. Certes, des progrès inégaux ont été accomplis dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les frontières de l'analphabétisme ont reculé, bien que des efforts restent à faire pour atteindre la qualité et la parité requise dans la conquête du savoir.
Le rôle indispensable des femmes dans la transformation de la société s'est davantage accru. Et pourtant, la santé familiale, l'accès à l'eau, aux soins de base et de protection sociale méritent encore plus d'investissement et d'engagement politique. Pire, le fossé numérique tarde à se combler, faute de politique adéquate d'appropriation et de transfert de la science des nouvelles technologies. Toutefois, des résultats encourageants ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, en dépit de la hantise de la maladie qui habite des millions de personnes qui n'ont pas encore accès aux antiviraux. Monsieur le Président, les multiples défis qui assaillent notre monde dictent une réponse urgente, globale et concertée. Dans cette quête collective pour le bien-être, l'Afrique en particulier renoue avec la croissance, mais peine à la traduire en véritable moteur de développement. Pourtant, éradiquer la pauvreté n'est pas une sinecure. L'Afrique nouvelle que nous ambitionnons doit promouvoir les transformations structurelles devant lui permettre de se doter d'économies robustes et diversifiées afin d'assurer des investissements, la nourriture du futur à valeur ajoutée, respectueuse de l'environnement. Dans ce cadre, le sommet sur le climat, organisé en marge de la présente session, autorise l'espoir de l'adoption d'un accord contraignant lors de la conférence internationale prévue à Paris en 2015. Il va sans dire que ces mesures se bâtiront sur le socle d'un secteur privé dynamique, sous-tendu par des institutions fortes, garantes de la bonne gouvernance, elles-mêmes creuset du développement inclusif. C'est en cela que malgré un contexte impitoyable de crise systématique et de rarification des ressources extérieures, dû au non-respect des engagements tenus, l'Afrique pourra effectivement s'insérer dans le système international, se faire confiance et accroître le commerce intra-africain pour influer sur le flux des échanges mondiaux. C'est en cela aussi que notre continent saura, en comptant d'abord sur ses propres sources, c'est ses propres forces, ce qui est extrêmement important, réduire sa vulnérabilité et construire la résilience par des stratégies cohérentes et la recherche de financements innovants, capables d'accélérer son plein épanouissement. Monsieur le Président, conscient de tous ces défauts, la Guinée s'est irréversiblement inscrite dans la dynamique de promotion de la démocratie et de l'état de droit, socle du développement durable. Ce faisant, depuis notre accession à la Majesté suprême en 2010, nous avons entrepris des actions qui touchent tous les domaines de la vie et de la nation. Dans ce cadre, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité garantit le rôle républicain de nos forces armées, accroissant leur participation au processus de développement au maintien de la paix dans le monde. L'indépendance du système judiciaire est désormais consacrée. Le cadre macroéconomique assaini et compétitif renforce la crédibilité de la Guinée sur la scène internationale. Admise à l'initiative de transparence des industries extérieures ITIE, la Guinée dispose aujourd'hui d'un des codes miniers les plus attrayants. Mieux, la révision de tous les contrats permet de rendre l'environnement plus sécuritaire pour les investisseurs et nous assure d'un développement profitable aux populations guinéennes tout en préservant notre écosystème. Bien entendu, le développement du secteur minier s'appuiera sur la promotion de l'agriculture afin d'assurer notre sécurité alimentaire et léguer aux générations futures les ressources nécessaires pour façonner le monde de leur espérance. La croissance que nous voulons ascendante sera d'autant plus porteuse qu'elle favorisera la création d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes, deux franges qui constituent la richesse et la source intarissable de tout progrès. Monsieur le Président, notre soif inextinguible d'assurer le bien-être de nos populations ne saurait être assouvie que dans un environnement de stabilité, exempt de crise et de conflits. Le multilatéralisme, seule alternative à la matérialisation de nos objectifs, est d'autant impérieux que nos États, grands ou petits, forts ou faibles, sont déterminés à apporter leur contribution à l'édification de la société mondiale plus juste et plus équitable au sein d'une ONU réformée et apte à répondre aux besoins de l'humanité. Dans cette optique, l'Afrique, continent le plus secoué, devra assumer ses responsabilités
en mutualisant ses forces dans le cadre d'une intégration régionale plus forte, maillon essentiel d'un partenariat mondial de paix plus dynamique et plus pragmatique. C'est pourquoi nous devons nous impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et l'intolérance, le trafic illicite des armes légères et des petits calibres qui nourrit la criminalité transfrontalière, l'insécurité maritime, autant de fléaux qui plombent le développement. Il est venu le temps d'être enfin les véritables bâtisseurs de notre destin. L'état de droit, le respect de tous les droits humains et la bonne gouvernance demeurent des réalités intangibles qu'il nous appartient de promouvoir. Aussi, l'opéralisation de l'architecture de paix et de sécurité, ainsi que la capacité africaine de réponse rapide aux crises, consolideront-elles notre crédibilité dans la stabilité du continent. Je voudrais mettre un accent particulier sur le calvaire inadmissible que vivent nos frères palestiniens. La Guinée, qui a toujours exprimé sans ambiguïté sa solidarité inconditionnelle à la juste cause palestinienne, condamne avec fermeté les actes abominables commis dans la bande de Gaza qui ploient sous le joug d'un embargo cruel et avilissant. Mon pays demeure convaincu que toute solution viable et durable au Moyen-Orient passe nécessairement par la création de deux États vivant côte à côte dans des frontières sûres et internationalement reconnues sur la base de celles d'avant 1967. Monsieur le Président, nous aurons bientôt l'occasion de faire le bilan des objectifs du millénaire pour le développement. À la veille de ce rendez-vous, et alors que nous avons décidé, au cours de notre 68e session, de planter le décor pour les objectifs de développement durable, il demeure évident que la matérialisation de cette légitime ambition reste tributaire à la fois des moyens appropriés pour sa mise en œuvre et de la prise en compte des profits, des priorités des pays pauvres, notamment ceux africains. C'est pourquoi la Guinée, membre du collectif de haut panel, appelle de tous ses voeux à une plus grande attention à la position commune africaine pour l'agenda post-2015. Cela est d'autant plus vrai que si l'Afrique va bien, le monde se sentira mieux, car cette Afrique nouvelle, plus ambitieuse et plus promoteuse, consciente de son potentiel économique et humain, est désormais prête à assurer ses responsabilités. Je remercie encore le secrétaire général Ban Ki-moon, qui a placé toute son action et toute son énergie dans le créer d'une réponse adéquate de l'ONU à tous les défis qui nous assaillent, et il mérite notre gratitude et notre respect. Nul doute que ces efforts baliseront l'avenir de l'indispensable refondation du système international pour que l'ONU soit en harmonie avec ses objectifs premiers de promotion de la paix et de la sécurité, du respect des libertés et des droits fondamentaux dans un monde de démocratie, d'équité et de progrès pour tous. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al presidente de la República de Guinea por la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras saludamos al presidente. Juste après cette allocution à la tribune officielle des Nations Unies, le président de la République a été reçu en audience par le secrétaire général des Nations Unies. Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour venir apposer sa signature dans le livre d'or des Nations Unies pour de nouveau marquer son passage. I'm president of the World Bank, but I'm also someone who has been treating infectious diseases in developing countries for the last 25 years. And what we need in Guinea, je suis président de la Banque mondiale, mais aussi je suis une personne qui est engagée depuis 25 ans dans le traitement des infections et des épidémies dans les pays en développement. Ce dont nous avons besoin en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, c'est une réponse qui soit à la hauteur des défis et des enjeux. Concrètement, cela veut dire que nous devons poursuivre la prévention et aussi être capables de soigner les malades dans chaque village, chaque région des pays affectés. Nous avons maintenant des équipes de personnes qui ont mis en place et testé des systèmes très robustes, complexes, sophistiqués et efficaces pour lutter contre la tuberculose, le VIH et la malaria. Les hôpitaux classiques. Il y a de très clairs mécanismes et protocoles à mettre en place en Guinée
et partout. Ce ne sera pas facile, ce sera très très difficile. Mais nous, à la Banque mondiale, nous sommes totalement engagés à faire ce qu'il faut et tourner l'argent pour mettre cela en place. Ce qui est en jeu, c'est la vie des gens. C'est ce qui compte le plus. Mais c'est aussi la viabilité, la survie et la bonne santé de l'économie de la Guinée. Mais si on ne répond pas maintenant, et si on ne met pas en place un système qui est vraiment en adéquation avec les enjeux, le risque ne peut que se répandre dans toute l'Afrique et nous aurons des conséquences économiques de plusieurs milliards de dollars et surtout pourrait coûter plus d'1 million de morts selon les dernières projections de la CDC in the US. Ce que j'ai dit au président Condé, c'est que je suis personnellement engagé pour continuer et trouver les ressources nécessaires pour mettre en place le système de traitement et de prévention nécessaires et de qualité que nous avons déjà mis en place dans d'autres pays. Nous avons besoin de soins de qualité pour les maladies qui affectent ces populations. Nous avons besoin que les personnes en Guinée sachent qu'elles peuvent se rendre dans ces centres pour se soigner d'Ebola, mais aussi d'autres maladies. Leur chance de survie sera renforcée si elles vont dans ces centres. Ce sera une des plus difficiles combats sanitaires mondiaux que nous n'ayons jamais eu engagés. Mais il n'y a pas d'autre choix possible. Nous devons le faire. C'est tout. J'ai dit au président Condé que moi et la Banque mondiale, nous nous tiendrons à ses côtés jusqu'au bout, jusqu'à remporter ce combat. President Condé that I am with him to the very end until we get it done. Second, they need infrastructure, health infrastructure. They can test and measure it. Quand on a une lourde charge, c'est compliqué. Mais avec le courage et la force, on pourra la gérer. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est confronté à une situation très très difficile qui est l'Ebola. Mais il arrivera à circonscrire cette maladie avec la volonté qu'il a lui-même et la mobilisation de la communauté internationale. Il a fait ses preuves en sortant son pays dans une situation socio-économique et politique difficile. Aujourd'hui, l'économie du pays, qui est vraiment stable, risque de s'effondrer. Mais je crois en la force du président Condé, tout comme la communauté internationale qui de près suit ses efforts pour faire de la Guinée un pays émergent. Partout, il ne cesse de porter haut et fort le message de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria concernant l'Ebola en vue d'un soutien constant de la part de la communauté internationale ou de tous les acteurs pour stopper la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous allons continuer à user de tous nos moyens pour l'appuyer dans sa lutte engagée contre l'épidémie, dans le but d'encourager davantage les investisseurs vers ces pays, aujourd'hui devenus un Eldorado. Nous le ferons ici aux États-Unis, tout comme ailleurs. Aider le président Condé à combattre l'Ebola, c'est l'aider à donner la vie à toute l'humanité. You don't attract more support by stopping investment because the countries that have the most stable and sound hospital systems have the most health care to handle tragedies such as this one. En transit à Paris pour Conakry, le président de la République reçoit tous les honneurs dus à son rang de la part des autorités françaises. En première ligne, le président François Hollande, qui a décidé à ce que cette escale du professeur Alpha Condé se transforme en visite d'État. Au palais de l'Élysée, le chef de l'État français quitte le perron pour venir accueillir son homologue. Ce qui prouve à suffisance l'amitié et la solidarité que François Hollande a pour le professeur Alpha Condé.
L'occasion a été mise à profit par les deux présidents pour discuter davantage du sujet brûlant du moment, le virus Ebola. Une épidémie aujourd'hui qui préoccupe le président François Hollande, résolument déterminé à soutenir son frère et ami, professeur Alpha Condé. Bref, tout le peuple de Guinée. J'ai plaidé, comme d'ailleurs Alpha Condé, aux Nations Unies pour que la mobilisation s'intensifie. La Banque mondiale joue un rôle majeur et je crois que le président voudra la saluer. Le président des États-Unis, Obama, a également contribué à cette prise de conscience qu'Ebola nous concernait tous. Et le Conseil de sécurité a même adopté une résolution qui considère que Ebola, cette épidémie, est une menace pour la sécurité du monde. Mais moi, je souhaite envoyer un message de confiance, malgré toutes ces difficultés. La Guinée a de nombreux projets de développement. Les entreprises doivent continuer à y investir. L'économie doit se développer. Et nous avons confiance dans l'avenir de la Guinée. Et c'était le sens de cette visite que nous avons improvisée, accélérée, pour bien montrer le lien qui nous unit, la France et la Guinée, parce que sur cette épidémie, nous sommes tous concernés. Pas simplement la Guinée. Si elle se diffuse, c'est l'ensemble des pays de l'ouest de l'Afrique, et donc, à un moment ou à un autre, l'Europe qui sera concernée, d'où la mobilisation qui s'est organisée et qui commence à porter ses premiers résultats. Dans ce moment difficile que traverse le peuple de Guinée, le président de la République française garde l'espoir de voir la Guinée franchir cette étape pénible de son histoire pour se tourner davantage vers son développement. J'ai décidé, c'était lors de la conférence de presse que j'ai faite, que nous installerions un hôpital de campagne, c'est-à-dire un 3e centre de traitement en Guinée forestière, c'est-à-dire là où est concentré le virus et donc l'épidémie. Il y aura 25 médecins français qui vont aller travailler en Guinée pour consolider aussi son système de santé. Mais, et c'est le message que nous voulions passer, le président Alpha Condé et moi-même, les pays qui sont concernés ne doivent pas être isolés, doivent rester ouverts. Et c'est la raison pour laquelle la ligne Air France continue de fonctionner et nous ne voulons surtout pas que le pays puisse être isolé, car son économie doit travailler et ce serait finalement le pire service que nous rendrions à la Guinée que de la confiner. D'ailleurs, les ONG françaises comme Médecins sans frontières travaillent remarquablement et obtiennent des résultats. Le dévouement est à la hauteur de ce que nous pouvons faire aussi pour les guérisons. Ces messages de soutien et de solidarité de la France envers la Guinée touchent à plus d'un titre le président de la République qui met l'occasion à profit pour remercier le président français, François Hollande. Je suis venu pour vraiment reconnaître tout l'effort que la France a fait pour nous. Non seulement rendre hommage aux médecins français, MSF, Médecins sans frontières qui sont sur le terrain malgré le danger. Et deuxièmement, toute l'aide que la France nous a apportée, notamment en maintenant des vols d'Air France entièrement, en ouvrant l'école française. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge, nous souhaitons aussi, comme je l'ai dit au président, que la Croix-Rouge aussi soit présente parce que la Croix-Rouge a une expertise. Évidemment, grâce à la mobilisation du président Hollande, aujourd'hui, les Nations Unies ont pris en main. Le Conseil de sécurité a voté avec le soutien de 130 États. Le président Obama a fait un discours très fort. Mais et le président de la Banque mondiale surtout, qui est un expert des épidémies. Nous demandons aujourd'hui 4 choses. D'abord, l'Ebola est une maladie grave, mais ce n'est pas une fatalité. On peut guérir de l'Ebola. Plus tôt vous êtes pris, plus vite guérir. Ensuite, nous devons renforcer notre système de santé pour qu'à l'avenir, pour n'importe quelle épidémie, nous puissions faire face nous-mêmes. Le troisième, c'est l'effet négatif sur notre économie, c'est en plus que c'est le moment où la Guinée vient de ratifier tous les contrats miniers. Le MEDEF est venu enthousiaste pour investir vraiment. On finit le programme avec le Fonds monétaire à la fin de l'année, donc au moment vraiment où la Guinée allait quitter la macroéconomie pour avoir une meilleure développement, qu'il va arriver. Mais nous pensons que si la mobilisation se fait rapidement, non pas reste dans les promesses, nous pouvons enrayer l'Ebola très rapidement. Le président de la République a également remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des acteurs aujourd'hui plus que jamais engagés à gagner cette lutte.
Et c'est pourquoi même le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui considère que Ebola est une menace contre la sécurité du monde.